Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi HTV ce soir. À la une de l'actualité, on parle de la question liée au renforcement du dispositif sécuritaire dans la région du centre. Selon une réaction du gouverneur de la dite région, Nassiré Paul Biya, au poste national le 7 juillet dernier, les fouilles systématiques seront désormais intensifiées dans les quartiers de Yaoundé. L'opération vise à contrecarrer l'insécurité qui sévit ces derniers jours dans la capitale politique camerounaise. Et puis en sport, la FECAFOOT met sur pied un séminaire de recyclage pour les arbitres avec l'appui de l'instance mondiale, la FIFA. En visioconférence, la trentaine d'arbitres sera outillée sur les nouvelles modifications d'arbitrage du 6 au 11 juillet. L'objectif ici est d'être à la marge et de s'arrimer à la nouvelle donne. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. On ouvre ce journal par cette information. Le président de la République, Paul Biya, a signé ce mercredi une décision convoquant une session du Conseil supérieur de la magistrature qu'il présidera le 6 août 2020 au Palais de l'Unité. Une information qui vient à point nommé quand on sait que la session de cette instance qui gère la carrière des magistrats et auditeurs de justice ne s'est pas tenue depuis 3 ans, laissant ainsi au chômage 3 vagues et de jeunes auditeurs de justice sortis de l'ENAM. On se rappelle que le 15 juin dernier, le président Paul Biya nommait les nouveaux membres au sein du dit conseil. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. On parle de toute autre chose. On s'intéresse à l'économie. C'est un vent favorable qui souffle du côté des petites et moyennes entreprises. Elles bénéficieront désormais du soutien des députés. Un réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé a vu le jour pendant la session ordinaire qui s'achève ce 9 juillet 2020. Le dit réseau a tenu sa toute première rencontre récemment. Objectif, présenter son plan d'action pour la période allant de 2020 à 2021. Dites-vous, Joël Patrick Banet et Franck Bala. Un nouveau réseau parlementaire créé par le président de l'Assemblée nationale a vu le jour. Le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé a débattu sur son plan d'action 2020-2021 pendant les travaux en commission. Merci de me donner l'occasion de parler de ce nouveau réseau que le président de l'Assemblée nationale a créé et que nous avons la responsabilité d'animer. Nous avons aujourd'hui en fait franchi une étape décisive dans la mise en œuvre des objectifs de ces réseaux parce que nous avons arrêté le programme d'activité et le plan d'action pour l'année 2020-2021. Nous avons également arrêté les modalités selon lesquelles les députés vont se déployer sur le terrain pour que leur action soit effectivement ressentie par les populations qui sont notre cible. Faire en sorte qu'effectivement qu'on ait, grâce à la création d'un certain nombre d'entreprises, des jeunes entreprises, on puisse donner de l'emploi à nos jeunes compatriotes qui, comme vous le savez, connaissent un gros problème d'emploi dans notre pays. La question de financement des entreprises a été évoquée et le réseau espère tout de même trouver des solutions pour résoudre ce problème. On présente toujours le problème des financements comme un obstacle rédhibitoire pour la création d'entreprises dans la plupart des écosystèmes économiques. Mais en réalité, c'est un problème qui peut être résolu d'abord par la qualité du projet, par la qualité du porteur et par l'accompagnement dont il peut bénéficier. Et justement, notre réseau est là pour créer cet environnement qui permettra effectivement aux agents à capacité de financement, il n'y a pas que les banques d'ailleurs, de faire en sorte qu'effectivement ils trouvent intérêt à investir. Ce n'est pas c'est pas une solidarité bienveillante. Il s'agit de faire en sorte que ces structures soient viables et en conséquence soient économiquement pertinentes. Les députés plus que jamais prêts dans l'accompagnement et la promotion des petites et moyennes entreprises. Vous savez, il y a les entreprises qui fonctionnent sans savoir pourquoi elles existent, sans avoir les bonnes ressources humaines.
Donc il faut qu'on a cette possibilité de les assister, de les mettre en contact avec les consultants qui ont cette capacité-là. Et en plus, pour les assister aussi, de savoir comment ils peuvent grandir. L'évaluation à mi-parcours de ce réseau attendue lors de la prochaine. Rappelons à la suite de cet élément que cette session ordinaire s'achève demain, 9 juillet 2020, du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. On reste en économie, on parle à présent de l'élection du bureau de la Chambre de commerce, tant attendue qui s'est finalement tenue ce 7 juillet 2020 à Yaoundé. Une seule liste était en compétition. Présent lors de la cérémonie y afférente, le sous-préfet de Yaoundé 1er a veillé au bon déroulement des élections. Dites-vous, Beloya Ouba. 2 ans après le décès de Mungi Sosomba, l'élection du nouveau bureau de la Chambre de commerce ce 7 juillet 2020 revêt un enjeu capital. Le nouveau bureau aura beaucoup de défis parce que, comme vous voyez, nous sommes en pleine crise Covid et puis l'impact sur les entreprises du Cameroun ne sont plus à démontrer. Donc c'est un véritable challenge, un défi pour le bureau entrant parce que la Chambre de commerce est l'ambassadeur du développement économique du Cameroun. Donc vraiment, ils auront beaucoup à faire et on voudrait qu'ils soient vraiment à la hauteur de la tâche. Avec une seule liste en compétition, l'élection des membres de la Chambre plénière s'est déroulée dans le calme. Je crois que ça se déroule très bien, tout est calme. Depuis le matin, nous avons eu déjà beaucoup d'électeurs qui sont présentés, comme vous avez eu à le constater, à travers les urnes transparentes. Je crois que tout se passe très bien. Il faut rappeler que la Chambre de commerce est subdivisée en 4 sections, à savoir la section commerce, la section mines et industrie, la section prestations de services et la section artisanat. Pour le bon déroulement des élections, les marchés et mairies en constituent le bureau de vote et les électeurs sont des commerçants sans distinction de sexe. Il suffit d'être propriétaire d'une patente ou d'un impôt libératoire et avoir sa carte de contribuable. Après l'élection, il ne restera que la proclamation des résultats dans une quinzaine de jours. Une fois le vote terminé, la commission électorale se doit de proclamer les résultats d'ici une quinzaine de jours. Quand on va proclamer les résultats, les membres vont être installés et seront alors remplis de plein pouvoir pour pouvoir prendre les décisions concernant la Chambre de commerce et donner des avis sur toutes les propositions de loi concernant l'activité économique. Le sous-préfet de Yaoundé 1er a veillé au bon déroulement de ces élections. Pour l'autorité administrative que je suis, j'ai tout simplement voulu me rassurer que le scrutin relatif à l'élection au niveau de la Chambre d'agriculture se déroule dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas de couac tout simplement. Non. J'ai été donc amené à descendre sur le terrain, le vérifier personnellement. Voilà donc une élection qui marque le début d'une nouvelle mandature à la Chambre de commerce qui s'étend de 2020 à 2023. Chancel Ako Takem, c'est le nouveau secrétaire général du ministère des Marchés publics, nommé le 30 juin 2020. Ce haut fonctionnaire de l'administration a été installé ce jour par le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics. Au nouveau promu, il a recommandé la prise en fonction directe afin de répondre aux nombreux chantiers qui l'attendent dans ce ministère. Retour sur cette installation avec vous Bernard Bilon et Mathieu Tagne-Tagne. Coordonner l'action des services de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère, définir et codifier les procédures internes, veiller à la formation permanente du personnel, veiller à la célérité dans le traitement des dossiers entre autres, voilà quelques-unes des missions que devra accomplir le nouveau secrétaire général du ministère des Marchés publics. Nommé le 30 juin 2020 par le président de la République, M. Ako Takem Chancel a officiellement pris fonction ce 8 juillet 2020 au cours d'une cérémonie présidée par Ibrahim Talba Mala, ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. L'installation qui a eu pour cadre la salle de conférences de ce département ministériel a permis au ministre Talba Mala de revenir sur le contexte et les priorités urgentes qui attendent
le nouveau secrétaire général. Seulement un secrétaire, mais un secrétaire général que je veux voir sur les lignes de front, portant les offensives nécessaires et engrangeant toujours des victoires. C'est pourquoi je demande à nos personnels, à travers les chefs de structure ici rassemblés, de vous apporter le précieux concours et la franche collaboration dont vous avez besoin pour l'accomplissement réussi de vos délicates missions. Pour honorer ces défis, M. Ako Takem Chancel devra faire appel à sa riche et longue expérience dans l'administration camerounaise. Ancien secrétaire permanent de la réforme administrative, le natif de Minta, dans le département de la Haute-Sanaga, entend participer efficacement dans l'amélioration de la bonne gouvernance au sein des marchés publics. Prioritairement, il va falloir, sous l'autorité de M. le ministre, améliorer la gouvernance dans le secteur des marchés publics et veiller également à la mise en œuvre du nouveau code des marchés publics qui date de 2018 et dont les textes d'application restent attendus. Je crois que ce seront nos chantiers prioritaires. Créé le 8 mars 2012, le ministère des marchés publics a entre autres pour mission de procéder au lancement des appels d'offres des marchés publics en liaison avec les départements ministériels et les administrations concernées. Il procède à la passation des marchés publics et en contrôle l'exécution sur le terrain. Et puis en société, on parle ce soir du renforcement du dispositif sécuritaire dans la région du centre. Selon une réaction du gouverneur de la dite région, Nassiré Paul Béa, au poste national le 7 juillet dernier, les fouilles systématiques seront renforcées du côté des quartiers de Yaoundé. L'objectif ici est de contrecarrer l'insécurité qui sévit de ce côté ces derniers jours. Reportage Martin Ganet. Au grand mot, les grands remèdes, le gouverneur de la région du centre, Nassiré Paul Béa, vient d'ordonner l'intensification des fouilles systématiques dans les quartiers de la ville de Yaoundé. L'annonce a été faite lors de son passage le 7 juillet dernier à la radio nationale. L'autorité administrative a appelé les chefs des quartiers à une collaboration étroite avec l'administration et les forces de l'ordre dans l'optique d'identifier tout nouveau visage qui s'y installe. Ces fouilles devront, selon le gouverneur, permettre aux éléments de la police et de la gendarmerie nationale de détecter tout matériel suspect et différentes drogues qui peuvent être dissimulées dans les maisons. Paul Nassiré Béa a aussi appelé les habitants des quartiers de Yaoundé à dénoncer auprès des forces de l'ordre tout individu suspect qui s'aventure dans leur quartier. Cette autre mesure fait suite à l'explosion d'une bombe artisanale le 2 juillet 2020 au quartier Damas. La dite explosion avait donc fait 4 blessés. Un autre événement qui survient à seulement quelques jours de la précédente explosion de 2 engins improvisés. La décision qui rentre dans la gamme des mesures instruites par le gouverneur de la région du centre aux autorités administratives et forces de l'ordre du Mfundi voudrait contrecarrer l'insécurité qui tend à élire domicile dans la cité capitale. Le gouverneur de la région du centre invite les populations à se lier à cette lutte contre l'insécurité sur le territoire national. Et puis on ouvre à présent notre dossier sur la lutte contre le Covid-19 et on parle tout d'abord de la découverte d'un nouveau traitement mis sur pied par Monseigneur Niemb, naturopathe, tout comme Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Il a créé un médicament à base de plantes médicinales et d'écorces. Des milliers de patients ont pu se défaire de la pandémie grâce à cette découverte, dites-vous, Daniel Tassi. Selon le point de presse du 7 juillet 2020 sur le Covid-19, une trentaine de personnes sont sous oxygène dans les formations sanitaires. L'on dénombre 165 cas et 17 décès. À côté de cela, la découverte d'un nouveau remède par Monseigneur Michel Niemb. À l'image de son homologue de l'Église catholique romaine, Monseigneur Samuel Cléda, l'évêque de l'Église catholique gallicane, Monseigneur Michel Niemb a mis au point un produit à base des plantes médicinales qui permet de soulager des patients atteints du coronavirus. Ayant été infecté, l'homme de Dieu s'en est lui-même administré le fruit de ses recherches et en a guéri. Depuis lors, il a proposé aux autres personnes infectées au virus
et celles-ci en ont retrouvé la santé. Le produit de Monseigneur Niem n'est pas encore une identité officielle, mais il est administré selon un protocole qui a plutôt bien fonctionné jusqu'ici. C'est une décoction faite à base d'écorce, d'herbes et d'autres produits de nature. Le dit produit a déjà été porté à l'attention du ministre de la Santé publique, Malachimana Aouda, et l'homme de Dieu attend d'être reçu avec ses équipes pour discuter avec l'autorité administrative des modalités de sa vulgarisation. Et puis on parle à présent d'une récompense dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le chanteur, auteur, compositeur et producteur camerounais Salah Ciel a reçu ce 4 juillet un prix de l'Organisation des Nations Unies par le biais de la Commission internationale des droits de l'homme. En plus de soutenir la lutte contre la pandémie du coronavirus à travers des dons en équipement, l'artiste a souvent offert sa voix à la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. C'est également le cas pour bon nombre d'autres artistes. Reportage Gabriel Messina. L'artiste musicien Salah Ciel, honoré par l'Organisation des Nations Unies à travers la Commission internationale des droits de l'homme. Le chanteur, autocompositeur et producteur engagé dans la lutte contre le coronavirus avait d'ailleurs remis le 23 avril dernier des gels hydroalcooliques à la prison centrale de Bamenda dans la région du Nord-Ouest au Cameroun. Salah Ciel Besson, de son vrai nom, a donc reçu un certificat pour son dévouement, ses sacrifices, mais aussi son aide à protéger les moins privilégiés des effets de la pandémie. Suite à cette distinction, le chanteur n'a pas caché sa gratitude 2 jours plus tard sur les réseaux sociaux en déclarant, je cite, « Je l'ai fait du fond du cœur, comme on dit, on ne sait jamais qui regarde. » Fin de citation. Salah Ciel s'était ainsi lancé dans une opération de 7 jours dénommée Feed 10 Family Week, en venant en aide aux familles touchées par la crise anglophone. Sur son compte Instagram, l'auteur à plusieurs titres à succès déclare « Dans des moments comme celui-ci, l'humanité a besoin d'amour et nous ne pouvons que partager le peu que Dieu nous a donné. » Fin de citation. Bien que n'ayant pas reçu de prix pour leur geste humanitaire, d'autres artistes ont aussi distribué des dons aux plus démunis durant cette période, notamment la chanteuse Daphné à travers l'association Be Women, en faisant le tour de plusieurs prisons, Lady Ponce, Mimi, pour ne citer. C'est un acte salutaire à féliciter, bravo l'artiste. Et puis, la ville de Yaoundé se prépare à accueillir sa fameuse foire Yaoundé, en fait encore appelée Yafé, dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Pour cette 15e édition, le thème retenu est Yafé 2020, on se serre les coudes. Un appel à la solidarité des Camerounais, durant cette période difficile. Comme à l'accoutumée, Yafé se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé, la date étant fixée entre le 18 décembre 2020 et le 3 janvier 2021. À cet effet, les souscriptions pour les exposants vont débuter dès la dernière semaine de ce mois. Une preuve de la tenue de cet événement culturel. Par ailleurs, Yafé étant un festival très prisé par les Camerounais, les organisateurs comptent bien mettre sur pied des mesures afin de barrer la route au virus si ce dernier est toujours d'actualité. On fait un tour à présent dans l'univers du numérique. Le e-commerce, qui se définit comme le commerce en ligne, est l'un des secteurs le plus touchés du fait de la crise sanitaire du coronavirus qui a causé la fermeture des frontières. Voilà, la question que nous nous posons ce soir est celle de savoir comment les entrepreneurs engagés dans ce domaine feront face à cette situation. Élément de réponse avec vous, Laure Manga. Le e-commerce, moyen le plus répandu pour faire des achats via Internet, subit depuis peu les méfaits du Covid-19. Au Cameroun, le secteur prend réellement un coup suite à la fermeture des frontières, limitant ainsi les échanges de marchandises en provenance de l'Occident au sein du territoire. Compte tenu de la situation, les habitués de cette plateforme sont confrontés à de nombreuses difficultés. On rencontre beaucoup de difficultés, à savoir d'abord la fermeture des frontières. On ne reçoit plus la marchandise comme avant et maintenant c'est vraiment difficile parce que même les achats
ne viennent plus, comme avant, comme on faisait avant, on est obligé maintenant de faire autrement. Donc vraiment les difficultés sont énormes. On perd en termes d'argent, on perd la clientèle. Voilà. Revendeuse d'articles via WhatsApp, Daniel a dû trouver d'autres solutions afin de poursuivre ses activités. Comme Douala livre dans toutes les autres villes, on passe nos commandes depuis Douala et on nous livre. Donc Douala, c'est la seule ville maintenant qui nous livre et c'est à Douala qu'on prend. Donc maintenant, on effectue des voyages tout en respectant les mesures barrières. On fait des voyages vers Douala, on prend ou à défaut, on passe les commandes. Il y a des agences qui arrivent, toi-même tu peux aller porter ta marchandise. À défaut, on vient te livrer à la maison, mais depuis Douala, c'est comme ça qu'on travaille. On pourrait croire que les grossistes du pays profitent assez de la situation, mais eux aussi vivent d'autres réalités. Pour ces derniers, aucune voie de sortie n'est possible, vu qu'ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Notre principal fournisseur est dans la ville de Guangzhou en Chine, qui était l'une des villes les plus touchées par le Covid-19. Donc, la circulation des biens et services n'est pas encore vraiment stabilisée. Donc, nous avons des problèmes dans les livraisons de nos produits. Les acteurs de ce secteur optent donc en cette période pour un mode de fonctionnement bien mystérieux afin de survivre jusqu'au retour à la normale. Et puis on parle sport. À présent dans ce journal, et d'abord cette information, la Fédération camerounaise de football soupçonne 60 personnes d'être impliquées dans des opérations de trucage de matchs de la saison allant de 2019 à 2020. Pour clarifier la situation, d'importantes auditions ont débuté ce mardi 7 juillet par l'instance fêtière du football camerounais. Les activités s'achèveront ce 10 juillet 2020. Et puis, je vous l'annonçais déjà en titre, la FECAFOOT met sur pied un séminaire de recyclage pour les arbitres avec l'appui de l'instance mondiale, la FIFA. En visioconférence, la trentaine d'arbitres sera outillée sur les nouvelles modifications d'arbitrage du 6 au 11 juillet. L'objectif ici est d'être à la marge et de s'arrimer à la nouvelle donne. Reportage Marina Kokvina. 30 arbitres de nationalité rwandaise, tunisienne et camerounaise reçoivent depuis peu des prérequis de la nouvelle loi d'arbitrage de la FIFA. À l'initiative de la FECAFOOT, ces acteurs bénéficieront lors de ce séminaire d'un recyclage de renforcement des capacités afin de rester dans le diapason en attendant la reprise des championnats dans le but pour ce qui est de l'instance camerounaise de maintenir les siens en éveil. 10 modules pour enseigner l'arbitre sur les dernières modifications de la loi du jeu 2020-2021, à l'instar des conditions de faute avec la main. La situation de la main, c'est une situation de hors-jeu. Si un joueur touche délibérément le ballon alors que l'attaquant est en position de hors-jeu et que ce ballon arrive à cet attaquant, il faut pouvoir laisser jouer. Et également, la situation de main de l'attaquant. L'année dernière, c'était systématique. Dès que l'attaquant avait touché le ballon, c'était considéré comme une faute. Or maintenant, ça sera constitué comme faute si après l'attaquant ayant touché occasionne directement une action de but. C'est à ce moment qu'il faut sanctionner. Mais si l'attaquant touche le ballon d'une manière accidentelle et qu'il y a plusieurs situations de jeu, alors l'arbitre pourra laisser jouer. Donc il faut pouvoir expliquer ce genre de choses. Par ailleurs, ces derniers seront outillés d'un bagage technique nécessaire pour mieux apprécier les situations de jeu, des explications afin que l'application soit la même partout. Le positionnement, la lecture du jeu, comment arriver à une bonne décision. Et pour arriver à une bonne décision, il va de soi. Pour que l'arbitre soit capable de faire une lecture, tout ce qui se passe sur le terrain, le mouvement des joueurs, la technique du joueur, c'est ça qui va le permettre soit de se déplacer, d'aller se positionner avant, ce qu'on appelle chez nous anticipation, se rapprocher d'une situation de jeu afin d'avoir bien qu'un angle de vision pour pouvoir prendre une bonne décision. Ce n'est plus cet arbitrage d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, tout va vite. Autant qu'un entraîneur travaille avec ses joueurs, nous aussi, le moment venu, nous travaillons avec les arbitres, avec des joueurs sur le terrain et nous mettons l'arbitre devant des situations de jeu. Pendant 5 jours, les hommes et femmes en noir, dont les décisions provoquent la plupart du temps le courroux des amoureux de football, s'y adonneront pour un rendu différent à l'aube de l'implémentation de cette nouvelle base.
Et puis en nécrologie, cette information qui nous arrive à l'instant selon Radio France Internationale RFI, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire est décédé ce mercredi après-midi à Abidjan. Il a fait un malaise lors d'une réunion du Conseil des ministres. Il est mort après avoir été évacué à la polyclinique Pissam. Il avait été désigné pour être le candidat du parti au pouvoir RHDP à la présidentielle du 30 octobre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. Restez en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain 20h pour une nouvelle édition de votre journal du soir. Très bonne soirée à tous.